Bonsoir, c'est l'heure de l'apéro, c'est aussi l'heure de mon quotidien d'été. Et mon quotidien d'été cette semaine, c'est avec David Martin qu'on va passer les 20 prochaines minutes. Bonjour David. Bonjour cher ami, comment allez-vous? Eh bien écoutez, ça va pas Plaisir, mal. c'est sympa chez vous. Et vous avez vu, hein, sympa ce décor de plage. Écoutez, vous savez quoi, je vais revenir. Alors ici, si vous voulez retrouver, il faut chercher dans le GPS, ça s'appelle Attu Griff Beach. Ah d'accord. Voilà, c'est la bonne adresse pour l'été. Alors il fait chaud sur cette plage, mais on va parler de choses rafraîchissantes. On va essayer. On va essayer. Bien sûr. Parce qu'il y a deux choses qui sont particulièrement importantes dans votre vie, cher David. Ouais, on va se tutoyer, non? On a le droit ou pas? Allez, vendu. Allez, vendu. Allez, on se tutoie. Il y a deux choses dans ma vie. Ouais. Oui, la première... alors, on parle de boulot, on parle de métier. Oui, bien sûr. On parle parce que ma femme regarde et je ne voudrais pas passer le week-end dans une auberge que je ne peux pas, dont je ne peux pas donner le nom. Là, ah oui, évidemment. Alors, non, alors, le boulot, oui, le métier, oui. Bah, mon métier d'origine, mon métier de base, on va dire ça comme ça, j'aime pas trop donner de qualificatifs, c'est la cuisine. Voilà, nous sommes notre famille, nous sommes cuisiniers de père en fils et ce depuis au moins. Non, je veux dire la date exactement, depuis l'assassinat du tsar Nicolas II. Voilà, parce que mon arrière-grand-père, Johannes Ducerf, était chef de cuisine à la cour du tsar Nicolas II. Ils ont quitté la Russie quand ça a commencé à mal tourner et ils sont retournés en France. Voilà. Alors du coup, c'était quelque chose d'écrit? C'est dans les gènes. C'est dans la famille. Même mon père aurait dû faire ce métier si ma grand-mère avait insisté un petit peu plus fort. En fait, ma grand-mère l'a emmené devant la porte de l'école hôtelière de Nice. Ma grand-mère a fait demi-tour, a repris le train dans l'autre sens, direction Lyon. Et mon père n'est jamais rentré dans l'école hôtelière. Mais beaucoup de gens savent que c'était un cuisinier amoureux et quelqu'un qui, s'il l'avait fait professionnellement, aurait certainement fait une très belle carrière dans la cuisine. Et alors du coup, toi, tu as voulu décevoir personne. Donc tu as fait un peu. J'ai d'abord fait de la cuisine, mais bon, il faut le dire, l'éducation nationale m'a dit très tôt, écoutez, ne perdez pas votre temps, passez donc à autre chose. Donc à l'âge de 15 ans, à l'époque, on avait le droit, parce que je suis un petit peu plus vieux que vous, de pouvoir rentrer dans la vie active. Et donc j'ai attaqué un apprentissage en cuisine, mais mon père n'est pas du tout rentré dans cette boucle-là au départ, c'est ma maman qui m'a emmené, parce que j'en faisais la demande répétée, quotidienne. Et donc j'ai été emmené par la main dans un restaurant dans les Yvelines, à Bougival, qui s'appelle toujours d'ailleurs le Camélia, qui à l'époque était un 2 étoiles Michelin, à la tête duquel se trouvait Jean Delavenne, qui est un immense chef, malheureusement n'est plus des nôtres aujourd'hui, et qui m'a pris, parce que de toute façon c'était une cooptation, il fallait sous son aile. Et j'ai fait 4 années d'apprentissage chez lui, puis après... Tour du monde. Après Tour du monde. Avant le Tour du monde. Là, j'étais encore petit, jeune, môme. Ouais. Après, je suis allé chez Trois Gros, à Roanne. Ouais. Après, j'ai fait mon service militaire, parce qu'à l'époque, on faisait encore son service militaire. Tu vois le vieux. Voilà. Service militaire à la présidence de la République. Ouais. J'ai fait 1 semaine sous Giscard et le reste avec Mitterrand. Nous étions en 81. Et après, j'ai quitté la présidence de la République. Je suis rentré chez Robuchon. Joël Robuchon, puis ensuite à la Tour d'Argent. Là, j'ai fait à peu près 1 an et demi, 2 ans dans chacun de ces établissements, avant de partir à l'étranger, traverser l'Atlantique à la voile pour aller m'installer au Venezuela, à Caracas, à une époque où ce pays était riche, beau et plein d'avenir. J'espère qu'un jour il reprendra le chemin de cette espérance. Voilà. Et puis j'ai fait une partie de ma carrière un petit peu à l'étranger. Puis je suis revenu en France, je me suis marié, j'ai monté mon premier restaurant qui s'est cassé la gueule lamentablement, mais je ne veux pas dire que c'était une excuse. J'ai ouvert ce restaurant et non j'exagère un peu, 4-5 mois plus tard, la première vague d'attentats touchait Paris. Et donc mon restaurant s'est vidé aussi vite qu'il s'est rempli et j'ai perdu ce restaurant. Puis j'en ai ouvert un deuxième, puis un troisième. Et là est arrivé le drame. Ah ouais. La télé.
bêtement la télé. Qui s'est rappelé à vous. Non, mais mon père voulait mettre une émission le matin, coincé entre, je me rappelle pour ceux qui étaient, qui étaient déjà nés à cette époque, coincé entre la messe et le journal de 13h. Il y avait donc là 1h30 de créneau à prendre. Et mon père a eu l'idée de créer une émission de cuisine. C'était pas commun, parce qu'à l'époque, à part Oliver, père, fils, Maïté n'était pas encore là. Il n'y avait pas d'émission de cuisine à la télé. Il n'y en avait plus. Il y en avait eu, il n'y en avait plus. Donc une émission de cuisine père-fils le dimanche matin à la télé, ça a fonctionné bien évidemment tout de suite. Ça a été un plaisir. On en a fait ça pendant 4 ans à peu près. Et cette émission est passée à autre chose. Moi, je suis resté à l'époque où c'est devenu une émission, on va dire, humoristique, un petit peu moins une émission d'information sur le spectacle, le cinéma et tout ça. Mais enfin, le décor était toujours dans une cuisine. Donc j'ai gardé ma place, j'ai sauvé ma place et j'ai continué comme ça pendant 1 an. Et puis après, je suis parti. Je suis parti de moi-même. J'ai dit, écoute, papa, c'est bon, j'arrête. On a fait le tour. On a fait le tour. J'ai ouvert un autre restaurant. Et puis, un jour, j'ai reçu un coup de fil de Michel Drucker, qui démarrait une émission en fin d'après-midi, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Access Prime Time. Donc, ça s'appelait Studio Gabriel. Et j'ai donc continué sur Studio Gabriel. J'ai repris le métier de la cuisine à la télévision, pendant 5-6 ans à peu près, peut-être un petit peu moins. Et puis après, je suis reparti en cuisine et surtout au théâtre. Mais j'ai l'impression que tu ne sais pas t'arrêter, que ça fourmille tout le temps, qu'il faut que ça bouge. Ouais, bouger. Je suis comme tout le monde. Je n'ai pas vocation à rester les mains croisées en attendant que ça se passe. Moi, j'ai la chance de pouvoir exercer 2 métiers qui me passionnent par-dessus tout. Bon, le théâtre, lui, n'est pas très éloigné d'ailleurs de la cuisine. Quand vous rentrez dans il est arrivé plus tard, mais comment il est arrivé du coup, le théâtre ? Il est arrivé par la télévision aussi. Ouais. J'avais comme copain à l'époque de plateau Olivier Mine. Et une année, Olivier Mine a décidé de mettre en route une série de pièces de théâtre un petit peu à la mode de ce qui se faisait au Théâtre ce soir. Alors pour ceux qui n'ont pas connu au Théâtre ce soir, il y a une partie en noir et blanc puis une partie en couleur, voyez-vous. Bref, le but de Théâtre ce soir, c'était de diffuser en direct, une pièce de théâtre. Voilà. Alors quand c'était l'époque au Théâtre ce soir, c'était toujours au Théâtre Marigny, c'était toujours des pièces toujours issues de la même veine. Oui. Et Camoletti, vous aviez... bref, les décors étaient de Roger Hart et les costumes de Donald Cardwell. Merci, bravo. Voilà. Donc ça a bercé nos enfances. Olivier est un peu plus jeune que moi. Et il m'a dit, écoute, voilà, j'ai l'intention de monter un Feydeau. Le fil à la patte, est-ce que tu serais d'accord pour prendre un rôle dans cette pièce? Et donc, c'était un gros projet parce que les Feydeaux, cette époque-là, le théâtre employait énormément de comédiens dans une seule pièce. Feydeau écrivait pour des troupes, les troupes étaient constituées d'une quinzaine, voire même des fois d'une vingtaine de comédiens qu'il fallait absolument faire travailler. Donc, il y avait tous les petits rôles possibles et imaginables en périphérie des rôles principaux. Et donc, ça a démarré comme ça, on a fait le fil à la patte, ça a cartonné, mais comme rarement les choses peuvent cartonner, au point même qu'on a déboulonné une émission un peu plus racoleuse sur la chaîne d'en face. Et à notre grande surprise, c'était, je crois, La Ferme Célébrité. Donc tu vois un peu voilà. J'ai rien contre, mais bon. Et on en a fait donc une année, on a fait Le fil à la patte de Georges Feydeau, puis l'année d'après, on a monté un petit peu en puissance, on a fait carrément là une opérette, très compliquée à faire, parce que non seulement il faut jouer la comédie, mais en plus il faut chanter. Et un peu danser. Et il faut aussi danser. Donc ça a nécessité encore plus de travail. Puis l'année d'après, on s'est fait un petit peu grogner les ailes, donc on a fait une fiction tirée de Blanche-Neige. Voilà, je jouais le rôle du chasseur. Donc c'est ça qui m'a amené petit à petit au théâtre.
Et tu t'es senti à l'aise tout de suite. Oui, et tu t'es amusé. Je faisais déjà du... En fait, c'est un peu compliqué, finir par être embrouillé, tout ça. C'est pas grave, ils reverront l'émission, les gens. J'avais commencé par faire du one-man show à l'époque où c'était pas la mode. Ouais. En tout cas, pas la mode pour nous, et c'est pas la mode pour les cuisiniers. Donc ce one-man show, c'était une recette, un sketch, une recette, un sketch, une recette, un sketch. D'accord. Le tout était étroitement lié. Ça a bien marché jusqu'au moment où j'ai essayé de le jouer à Paris. Là, je me suis pris un Gadin de chez Gadin. Parce qu'il faut prendre des bites dans la vie, ça fait partie du jeu. Ça tue pas. Ça te donne une expérience, ça amène une expérience et des choses que tu ne referas plus, ou en tout cas pas de la même façon. Et puis petit à petit, j'ai commencé à m'intégrer à des troupes de théâtre, et puis plus dernièrement avec Luc Hamet, au Théâtre d'Edgar à Paris pour jouer... Alors, c'est une adaptation d'une pièce de Feydeau qui s'appelait au départ Le mariage de Barillon et qui s'appelle aujourd'hui Ciel, ma belle-mère. Voilà, qu'on a démarré avant le Covid. On a eu, grâce à Dieu, je touche du bois. On touche. En même temps. Ouais, allez, ça marche, on touche tout. Ça a une pièce qui a très très bien démarré. Et puis au moment de partir en province, parce qu'on a joué quasiment 4-5 mois à Paris, puis après on devait partir en province, et puis malheureusement... La saloperie nous est tombée sur le coin du nez. Ça revient en septembre. Et voilà, et ça, on redémarre en septembre, touche du bois encore une fois. Allez. Et le 24 septembre, mais on recommence par la province parce que merci à ceux qui nous ont fait confiance. Beaucoup de dates n'ont pas été annulées, simplement reportées. Donc de septembre à janvier, nous allons jouer en province, donc un peu partout. Et à partir du 18 janvier, on sera de retour au Théâtre d'Edgar pour 3 mois. Un joli programme. Voilà. Donc aujourd'hui, tu te consacres plus à ton métier de comédien. Oui. Cinéma un peu? Pas du tout. Pas du tout? Ça t'intéresse pas? Si, non, mais en fait, il faut savoir que c'est des univers, la télévision, le théâtre, le cinéma, sont des familles, des univers qui s'interpénètrent assez rarement. Et si ça s'interpénètre, c'est vraiment à des niveaux, des grosses vedettes de cinéma viennent au théâtre. Et vice-versa. Éventuellement peuvent venir à la télé pour vraiment pour des fictions très importantes, tu vois, des gros trucs. Mais en fait, les noms se comptent sur les doigts d'une main. Quand vous êtes au théâtre, vous êtes au théâtre. Alors, on peut aller essayer de ficher son nez au cinéma, mais c'est pas les mêmes gens, c'est pas les mêmes univers. Et encore une fois, comme c'est des familles à chaque fois, il y a des familles au théâtre, il y a des familles en télévision, il y a des familles aussi au cinéma. Donc, c'est très difficile de passer d'une famille à une autre. D'accord. Et du coup, de comédiens, il y en a beaucoup qui, de temps en temps, veulent basculer vers de la mise en scène, vers de la réalisation. Est-ce que ça, c'est... Parce que tu en as fait beaucoup des choses. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'intéresserait? Alors, je l'ai fait bien à mon corps défendant pour la pièce de théâtre que j'ai produite il y a quelques années de ça. Ça a été une expérience douloureuse. Très difficile, en tout cas pour moi, très difficile d'être à la fois le comédien et d'être le metteur en scène et d'être en même temps, entre guillemets, le producteur. Ouais. Ces 3 casquettes. En même temps, c'est pas facile. En plus, moi, je n'avais pas une équipe non plus pléthorique en termes de gens. Donc, il fallait que je fasse un petit peu tout. Et même si la pièce, j'en garde un excellent souvenir, mon camarade comédien Olivier Thiel, qui a partagé la scène avec moi, on s'est amusé comme des fous. Moi, derrière, j'ai beaucoup moins rigolé, quoi. Donc, je vais au théâtre comme je vais en cuisine, c'est-à-dire avec un plaisir profond, réel. Ça me fait énormément plaisir de me mettre en cuisine et de préparer quelque chose de manière quotidienne dans un restaurant ou pour des amis, peu importe. Comme ça me fait énormément plaisir de me dire, allez, il est 17h, je vais en direction du théâtre, je vais me préparer et nous allons jouer. Et voilà, tu vois ça. Et puis d'ailleurs, les deux métiers, c'est ce que je m'apprêtais à dire tout à l'heure, sont très très proches. Quand tu rentres dans un restaurant, tu viens pas voir une pièce, tu viens voir une carte. Il y a des comédiens, il y a le maître d'hôtel, il y a les directeurs, il y a les cuisiniers. Ce sont les comédiens. Et il y a la pièce. Et il y a la pièce, donc tu restes 2 heures à regarder, à déguster un spectacle. Et tu ressors de là, les poches vides, et bon, l'estomac plein,
pour ce qui concerne la cuisine, la tête pleine, en tout cas on l'espère, quand il s'agit du théâtre. Mais c'est des métiers très très proches. C'est le même public. Les gens qui ont la gentillesse de franchir la porte de ton établissement pour venir dîner chez toi ou déjeuner, et ceux qui franchissent la porte du théâtre pour venir te voir, te produire sur scène, c'est vraiment très très proche. Bon, alors donc on a parlé de cette actualité de théâtre. Côté cuisine, est-ce que tu as toujours des établissements? Est-ce que j'imagine, et enfin on en a parlé en préparant l'émission, c'est pas facile, non, le Covid n'a pas facilité les choses. Adresser des grands vœux d'encouragement à tous mes camarades cuisiniers, restaurateurs, parce que ça a été vraiment, et nous ne sommes pas les seuls, hein, on ne va pas faire pleurer sur une chapelle plutôt qu'une autre, mais ça n'a vraiment pas été très simple, loin de là, et encore, nous, ici, en France, on a eu la chance d'être épaulés. Alors, d'aucuns diront pas suffisamment, enfin en tout cas... Toi qui as une vision un peu mondiale de la chose... moi j'ai des affaires à l'étranger, en tout cas j'en avais. Nous aurions aimé avoir l'aide que l'État en France a apportée à ce métier-là, mais aussi à d'autres. Malheureusement, à l'étranger, ça ne fonctionne pas forcément sur le même principe. Tu as un restaurant notamment au Cambodge. Au Cambodge, à Siem Reap. Siem Reap, c'est la ville des temples d'Angkor. Donc c'est extrêmement touristique, ça fait à peu près 5 millions de visiteurs par an, les temples d'Angkor. Et moi j'ai un restaurant avec des associés, c'est comme si nous étions sous la Tour Eiffel, quoi, si vous voyez à peu près où je veux en venir. Donc un gros établissement avec beaucoup de place. Et puis effectivement, du jour au lendemain, le pays s'est vidé. On est passé donc de 5 millions de visiteurs à, je crois, l'année dernière, 176 000. Et puis l'État n'est pas du tout venu au secours des entreprises. Et Dieu sait que pourtant, le tourisme est probablement un des premiers revenus du Cambodge. On aurait pu penser qu'il y aurait une aide apportée effectivement à la première force qui emploie des salariés au Cambodge. Malheureusement, ça ne s'est pas trouvé et beaucoup de mes camarades installés là-bas, cuisiniers, restaurateurs, ont perdu leurs affaires. Et moi-même, qui vous parle... c'est compliqué. On n'emmène pas large quand même. Là, on a réussi à sauver ce qui pouvait être sauvé, mais... on espère que le pays va pouvoir refonctionner normalement et ainsi retrouver cette population de touristes qui meurt d'envie de venir découvrir ce coin du monde qui est absolument merveilleux. Je ne taris pas de... Venez au Cambodge si un jour faites un petit voyage, un beau voyage, pas un petit voyage, c'est un beau voyage. Généralement, le circuit, c'est on passe un petit peu de temps en Thaïlande, puis on va un petit peu au Cambodge et puis au Vietnam. Le Laos est encore un petit peu compliqué à fréquenter, mais il y a une espèce de tour comme ça. Et généralement, on finit par le Cambodge et par les temples d'Angkor. C'est un peu la cerise sur le gâteau, si vous me permettez l'expression. Donc j'espère que ça va revenir vite, de façon à ce qu'on puisse de nouveau s'amuser, vous faire la cuisine, avoir le plaisir de recevoir des clients. Je vois que le temps file, on a encore un tout petit peu de temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Et alors, ce que j'aurais bien voulu, parce que toi, tu es un passionné de cuisine, j'aurais voulu que tu nous, comme ça, spontanément, que tu nous donnes 2-3 idées, parce qu'on est encore dans l'été. Bien sûr, nous sommes dans l'été. Et c'est vendredi soir. Et on se dit, tiens, on vient de finir l'apéro. Et il y a un barbecue. Et qu'est-ce qu'on va manger ? Et il y a un barbecue. Et comment on le fait ? Alors, attends. Plutôt poisson ou plutôt viande ? Allez, poisson. Allez, poisson, c'est parti. Alors, on va prendre un poisson. Alors, poisson au barbecue, c'est toujours un petit peu compliqué. Pourquoi ? Parce que c'est fragile. Donc, si tu veux, le moment où tu le mets à cuire, il faut que tu le retournes. Généralement, il y a la moitié de la peau qui reste. C'est un enfer. Il faut rester en dessous. Sous les braises. Toujours faire, tu sais, comme dans les grands restaurants, cette espèce de quadrillage marqué. Donc, généralement irréalisable. Alors, je vous propose quelque chose qui existe au Cambodge. Une manière d'accommoder le poisson. Alors, n'importe quel poisson. Vous prenez une dorade, vous pouvez prendre... poisson de rivière, suivant poisson de mer, peu importe. Je le fais avec une dorade. Moi. Allez, on prend une grande feuille on allume son barbecue. Si vous le faites au charbon de bois, il faut s'y mettre le matin. Non, je plaisante. Ça dépend. Tu prends une belle feuille de papier d'aluminium. Tu poses ta dorade qui a bien sûr été écaillée, vidée. On la laisse entière parce que malheureusement, on ne va pas s'amuser. Tout le monde va piocher dedans. Si vous êtes 4, par exemple, un couple d'amis, ça tombe bien, on est 4. Belle dorade. Il faut compter à peu près...
1,5 kg de bête. La tête est très grosse, donc vous allez perdre du poids sur le truc. Mais ça peut aussi fonctionner avec des filets, sinon on cuira moins longtemps. Bref, on prend ce papier d'aluminium, on pose son poisson, filet ou poisson entier, au milieu. Et dans un bol, on va mélanger un petit peu de wasabi. Vous savez, le wasabi, la moutarde japonaise. Oui, on en met, ouais, alors pour 4 personnes, on va mettre une demi-cuillerée à café. D'accord. Là-dessus, on va mettre un jus de citron. Puis on va délayer le wasabi avec le jus de citron. Par-dessus, on va rajouter en part égale, donc on va dire un petit verre, hein, tu sais, le petit verre à moutarde, hein, presque un demi-verre à moutarde de sauce soja salée. D'accord. Et la même quantité en sauce soja sucrée. Hop, à l'intérieur. D'accord. Là, on va éplucher une petite gousse d'ail, pas un gros, hein, une petite gousse, puis on va la presser dans le mélange de base. D'accord. On mélange bien avec la cuillère. Et puis là, on en met une belle, 2-3 belles grosses cuillerées sur le poisson, pas la peine de saler. On peut rajouter un petit peu de poivre. Attention, il y a déjà eu le wasabi. Hein. Alors là, on ferme grossièrement la papillote. Hein, tu la mets en papillote. On pose ça sur le barbecue. Si vous avez un barbecue avec le couvercle, tu mets le couvercle. Si c'est un barbecue sans couvercle, bah, tu fermes bien hermétiquement. Ça va cuire. Alors vraiment, ça ne peut pas être plus light. Hein. Et puis, vous sondez. Si c'est un poisson entier, ça va mettre un certain temps. C'est quoi? C'est 30 minutes sur une dorade d'1 kilo, je dirais bien une bonne grosse trentaine de minutes. Le truc, c'est de prendre un petit couteau et de piquer en dessous de la tête, là où l'arête est la plus grosse, là où le chair est la plus présente, et puis de s'apercevoir que c'est quand même rosé, certes, mais pas cru. Voilà. Le filet, lui, ça va prendre à peine 15 minutes, je dirais entre 10-12 minutes pour cuire les filets. Puis vous retirez la papillote, ou les papillotes si vous êtes en filet, vous posez ça sur le centre de la table, ou dans chaque assiette, ça dépend. Et bon appétit. Et puis bon appétit, vous faites une salade de courgettes. Prends la courgette, l'épluche légumes, tu fais des lamelles, un peu de jus de citron, de l'ail, beaucoup de coriandre, du sel et du poivre. Tu sers ton filet de poisson avec tes courgettes. Merci pour tout et au revoir. N'en jetez plus, j'ai faim, l'émission se termine. Est-ce que tu acceptes que cette émission soit diffusée? Écoutez, entre nous, approche-toi. Oui. Je suis soulagé. Mais écoute, merci beaucoup David d'être venu. Un plaisir. Les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission de Mon Quotidien TV. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous sur ce plateau. Et Dieu sait qu'on en a pris. Et à la semaine prochaine. Ciao. Salut.